Pire chose qui puisse arriver au Hamas. Vous avez vu que même avec le matraquage de Gaza, d'une façon qui sera jamais oubliée par les 2 tiers du monde, hein, faut pas du tout raisonner comme en France là-dessus. Bon, même là, le Hamas... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, la vidéo que j'ai faite de Natacha Polony et de BHL semble vous plaire, puisque vous êtes encore nombreux à intervenir. Et je déteste particulièrement les positions de ce BHL et ce qu'il défend. Et j'aime bien démontrer qu'il raconte n'importe quoi, il n'est pas crédible et que ce ne sont que les élites et les journalistes français qui lui donnent de l'importance. Et j'aimerais bien commenter ou vous montrer encore les absurdités qu'il a dit récemment et les vérités cachées qui contredisent ce qu'il dit. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Bien évidemment, vous avez probablement déjà vu ce qu'il a dit ici dans cette première vidéo. Je crois qu'il y a un moment dans ma vie où je n'ai pas envie de parler de 2 États. Un moment, c'est aujourd'hui. C'est celui-ci. Et c'est aujourd'hui pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le 2e État, l'État palestinien, il serait dirigé par qui? Il serait dirigé par le Hamas. Il serait dirigé, si ce n'était pas le Hamas, par des crypto-Hamas qui diraient, voilà, ce qu'on n'avait pas réussi à avoir par les moyens de la paix. Donc Emmanuel Macron se leurre en disant cela? C'est juste pour comprendre votre position là-dessus. En tout cas, il se trompe. C'est certain. C'est pas le moment. Et 1, parce que c'est une prime au terrorisme, c'est certain. 2, parce que les auteurs du 7 octobre sortiraient de cette effroyable aventure avec le halo non seulement des martyrs, mais surtout des victorieux. Ils seraient des héros. Est-ce qu'on veut ça? Attendez, est-ce qu'on veut que le Hamas soit à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, les héros du monde arabe, les nouveaux Saladins, ceux qui ont réussi à faire plier le grand et le petit Satan? Voilà. Il dit, est-ce qu'on veut ça? C'est qui le on? Que représente-t-il? Est-ce qu'il parle des Français ou est-ce qu'il parle des Israéliens ici? Et écoutez bien ce qu'il a dit. Parce qu'ici, il dit que soi-disant, ce n'est pas le moment de reconnaître un État palestinien. Que ça serait une prime au Hamas et patati et patata. Ce qui est la rhétorique sioniste pour invalider toute conversation qui serait même utile à Israël. Parce que, dorénavant, tout le monde a vu ce qu'ils ont fait. Et même pour ça, j'aimerais ici revenir sur quelque chose qui n'était pas prévu pour cette vidéo, mais qui est extrêmement pertinent. On va y revenir. Je voudrais qu'on continue de passer en revue l'actualité. Justement, dans l'actualité cette semaine, une déclaration d'Emmanuel Macron chez nos confrères de France 5. Notre objectif est, dans le courant du mois de juin, d'aboutir, dit le président de la République, à un mouvement de reconnaissance réciproque, de reconnaissance d'État, c'est-à-dire, en clair, que la France reconnaisse un État palestinien. L'ambassadeur d'Israélien en France a réagi en disant que parler d'un État palestinien est totalement irresponsable. Approuvez-vous l'intention d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien? C'est la question du Figaro ces dernières 24 heures. Ceux qui ont voté ont répondu non à 63%. Et vous, Hubert Védrine? Pour moi, il n'y a aucun doute, c'est la seule solution. Moi, je reste très impressionné depuis toujours par le courage qu'avait eu Rabin, assassiné par un juif extrémiste, puis Pérez, Olmert, Barak, même Sharon à la fin, en disant, bon, il y a un problème de terrorisme. C'est le seul non-travailliste que vous venez de citer. Non, mais je parle des gens qui ont été Premier ministre. Donc Sharon, qui était vu comme un dur, il avait quitté le Likoud. Et on ne peut pas faire l'accord avec ça. Donc c'est des gens qui avaient combattu le terrorisme, évidemment, mais qui est tous arrivés avec un énorme courage à penser qu'il y avait un vrai problème palestinien politique et qu'il n'y aurait jamais d'autre solution que ça. Mais Netanyahou ne surprend personne, puisque ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'il dit avec moi, il n'y aura jamais d'État palestinien. Et il a réussi l'opération dénoncée d'ailleurs, pas uniquement par les idéalistes du camp de la paix, mais par Ehud Barak, l'ancien premier travailliste. Il a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autorité palestinienne crédible, qu'il n'y ait que le Hamas, et qui puisse dire je ne peux pas négocier parce qu'il n'y a que des terroristes. Vous voyez, c'est le cercle vicieux dans lequel ils ont fermé l'opinion française. Question réaliste, Hubert Védrine. Mais c'est aucune importance parce que le... Voilà, vous avez vu ici, c'est pas tellement ça que je voulais vous montrer, mais la première séquence de Hubert Védrine vous dit c'est que ceux qui ont précédé Netanyahou ont réalisé
que pour vivre en paix, il fallait les deux États. Et que ce monsieur-là, dont BHL partage la même opinion comme quoi il ne faut pas reconnaître un État palestinien, est celui qui a rendu factuellement impossible la paix entre les deux nations et la montée et la radicalisation du Hamas. Celui qui, quand le Hamas a gagné les élections régulières, a invalidé ces résultats, comme je vous l'ai déjà montré, avec la séquence de LCI qui vous dit comment est-ce qu'ils ont fait en place de mettre le mur et tout ça. Et ensuite, c'est lui qui a fait financer le Hamas, c'est lui qui a mis en perdition les autres alternatives au Hamas qui étaient possibles à Gaza pour continuer, perpétrer ces différents conflits, la radicalisation et s'accaparer les terres palestiniennes. Mais c'est pas fini. Que pensent les Français n'ont aucune influence sur le sujet en fait. Question au réaliste Hubert Védrine. La situation, elle est ce qu'elle est maintenant. Oui. C'est-à-dire que elle est effectivement avec une autorité palestinienne discréditée. Le Hamas... Non, discréditée volontairement par Israël qui lui a coupé les vivres et qui a joué le Hamas. Mais on reconnaît qui a joué le Hamas. Non, c'est important, c'est le contraire de ce que pensent les gens qui écoutent. Netanyahou a joué le Hamas. C'est très bien dénoncé par la politique du pire. Oui, mais avec l'aide du Qatar d'ailleurs. Si on reconnaît, l'État palestinien, on reconnaît qui? On reconnaît Abbas et l'OLP en Cisjordanie, ou le Hamas contre qui le président voulait, il y a quelques mois, lancer une coalition internationale. C'est la pire chose qui puisse arriver au Hamas. Vous avez vu que même avec le matraquage... Il soutient... il se félicite de cette déclaration. Même avec le matraquage de Gaza, d'une façon qui sera jamais oubliée par les deux tiers du monde. Il ne faut pas du tout raisonner comme en France là-dessus. Bon, même là, le Hamas... Voilà, c'est exactement ça. C'est que pensent les Français, qui est devenu quasiment l'arrière-salle du sionisme israélien, n'a pas de poids dans le monde. Comme l'a dit Hubert Védrine, c'est pas parce qu'en France, les sionistes ont réussi à verrouiller les médias et les opinions et discréditent tous ceux qui tentent de dire la vérité, comme BHL est en train de le faire sur ce plateau-là, qu'il faut penser que le monde entier est aligné sur les positions et de BHL, et de Israël, et de la France. Pour tout le reste du monde, personne n'oubliera ce qui a été fait là. Et Israël continuera à traîner ce boulet pendant le reste de son existence. C'est ça que je voulais vous montrer avant de vous montrer le reste. Il y a des gens en France, voilà pourquoi des gens comme Dominique de Villepin ont prévenu sur le fait que ça allait devenir ça. À part en France, la carte de Israël, la victime à qui on ne dit rien, est déjà épuisée. C'est fini. Personne ne les voit plus comme ça. Ensuite, on revient ici, où il a raconté encore une autre chose, puisque nous venons de voir qu'il dit, soi-disant, ce n'est pas le moment de reconnaître un État palestinien, mais écoutez ce que vous allez attendre ici. J'ai essayé d'épingler ça pour vous hier, en préparant cette séquence. Écoutez ce qui va se dire ici. Même moi, je l'ignorais. Comme quoi, il y a des réalités qui sont enterrées. Et c'est à l'occasion des conflits qui se perpétuent et qui continuent, et surtout de la montée de l'horreur, là où vous savez, qu'on finit par attendre ces vérités. Et ici, dans ce plateau, vous avez encore une sioniste qui vient raconter son baratin comme d'habitude. Mais ici, on va lui rappeler un fait historique qui va bien montrer qu'elle ment. Une fois de plus encore, sur les plateaux français, ces gens-là ne se reposent jamais. C'est pour cela, avant, on ne pouvait pas mettre le doigt sur ce que faisait Israël. Parce que constamment, depuis la création de cet État, ces gens-là ont mis en place un mensonge perpétuel en France. Écoutez. Ça arrange beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Je voulais vous dire quelque chose, Madame Chilot. Vous disiez, il faudrait voir de l'autre côté s'il y a vraiment une dynamique positive. On oublie quelque chose. Après 1993, presque tous les pays arabes ont eu des relations avec Israël. Après 1993, la Jordanie a signé des accords de paix avec Israël. Avant 1993, l'Égypte avait signé des accords de paix avec Israël. Aujourd'hui, c'est le Maroc, c'est les Émirats, c'est Bahreïn. Donc il y a une dynamique positive dans le monde arabe de reconnaissance de l'État d'Israël. Qu'est-ce que les Israéliens, parfois je me demande, qu'est-ce qu'ils veulent?
qu'ils mettent la kippa, qu'ils parlent l'hébreu, qu'ils chantent la Hora. Qu'est-ce qu'ils doivent faire encore pour montrer qu'ils veulent reconnaître l'État d'Israël? Cette dynamique, elle a été cassée par le Hamas, pas par Israël. Ben oui, mais le Hamas, c'est une organisation terroriste. Vous attendez? Le monsieur, il dit que c'est que de Bernard-Henri Lévy, tout le temps, parce que c'est ce qu'il va dire tout à l'heure quand il va parler d'Israël, dans la séquence que je vais vous mettre. Mais Israël, c'est un tout petit État qui se défend, qui est entouré des gens qui lui cherchent des problèmes. On vous dit que les États arabes ont déjà tendu la main à Israël. Ils avaient tendu avant, et là encore ils l'ont tendu. Mais ça ne suffit toujours pas. Mais écoutez maintenant le mensonge que va dévoiler cette femme, et surtout, heureusement qu'il y a l'autre personne sur le plateau qui va démontrer que ce que l'on vit encore une fois de plus, à la base, c'est de la faute des Israéliens eux-mêmes. L'Arabie Saoudite était prête à reconnaître Israël, et c'est pourquoi le Hamas et l'Iran, qui était les guides, ses proxys derrière, mais le Hamas, a cassé cette... En 2002, les 22 pays arabes qui n'avaient pas fait la paix ont proposé le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, Ariel Sharon, sur un plateau, la paix de tous les pays arabes avec Israël en contrepartie d'un État palestinien. Ariel Sharon a dit no way. Donc, et c'est pas le Hamas qui a dit no way. Donc, je veux dire, cette dynamique arabe, elle est, comme tu l'as dit, elle est dans les esprits, elle a avancé. Mais effectivement, le 7 octobre y a mis un terme. Mais aujourd'hui, on est prêt à revenir, sauf effectivement quelques irréductibles, Algérie et voilà. Donc, mais pour ça, il faut qu'il y ait côté israélien dire, il faut aller vers cet État palestinien, parce que on parle de reconnaissance de l'État palestinien, mais ça voudra rien dire, parce que l'État palestinien, on va le construire où? En Cisjordanie, vous avez 400 000 colons. Quand vous allez vous promener en Cisjordanie, la viabilité d'un État palestinien, elle est quand même très sujette à caution. Il y a aussi Jérusalem. Donc, s'il y a de la bonne volonté, comme il y avait au début du processus de paix 94-95, on peut arriver. Mais cette bonne volonté, aujourd'hui, on en est très très loin de part et d'autre. Donc, voilà, on aurait pu éviter tout ça. Les États arabes avaient proposé la paix contre un État palestinien, ils ont refusé. Entre-temps, ils continuent à s'accaparer des terres palestiniennes, au point où maintenant il ne reste plus assez de place ni de cohésion pour la création d'un État palestinien. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas attendre parler d'un État palestinien, parce que cela suppose qu'ils rendent les terres, ils quittent les terres qu'ils ont annexées. Je vous ai déjà montré ici plusieurs fois l'évolution territoriale d'Israël sur cette partie de terre-là. Mais vous voyez bien qu'ils ont grignoté les territoires qui n'étaient pas à eux depuis leur création. Et donc, si on veut faire un État palestinien, il faut nécessairement, c'est pour cela que beaucoup de gens parlent des frontières de 68. Attendez, on va le voir tout de suite. Voilà, la carte la plus probante, c'est celle-là. Et en plus, ça tombe bien, elle est de TF1. L'ironie. Vous l'avez ici. Et ailleurs, vous l'avez là. Voilà. Ça, c'est la Palestine en 46 en premier. En 47, juste un an après, il y a beaucoup de territoires qui ont disparu. Dès qu'on a créé Israël, vous avez ici, entre 49 et 67, c'est devenu ça. Et depuis 2008, c'est devenu ça. Donc si on veut créer un État palestinien, il faut forcément revenir soit aux frontières de 47, soit aux frontières avant 67. Et donc il y a un problème. Voilà pourquoi ils ne veulent pas attendre parler de ça. Parce que ça suppose qu'ils doivent rendre des choses. Ce n'est pas parce que soi-disant il y a le Hamas ou quoi que ce soit. Non. Parce que c'est eux qui ont mis le Hamas en place pour pouvoir continuer à s'accaparer les terres. À chaque fois qu'ils alimentent le Hamas attaque. Après, derrière, ils vont attaquer, ils vont causer la désolation, ils vont pleurer qu'ils se défendent et ils vont prendre des terres qu'ils ne vont jamais rembourser. Et donc, allons sur sa deuxième proclamation, qui est celle-ci. Quel que soit le Premier ministre d'Israël, Netanyahou ou un autre, je ne pense pas qu'on puisse le mettre dans la famille des prédateurs. C'est pas un prédateur. Écoutez, Israël est un minuscule pays qui a la taille de 2 petits départements français. Qui est environné par des pays hostiles, qui livrait et qui livre encore une guerre sur 7 fronts, qui se défend. Voilà, c'est pas ça un prédateur. On ne peut pas comparer ça. Quoi qu'on pense de Netanyahou, on ne peut pas le comparer à Vladimir Poutine ou à Erdogan ou à l'ayatollah Khamenei. Voilà. Vous attendez ce qu'il dit? Je vais attendre qu'il aille vers la fin et je vais juste vous montrer une simple image
qui en dit gros sur son jugement par rapport à Netanyahou et sur ce que fait, soi-disant, ce monsieur qui n'est pas un prédateur. Ça, j'en suis sûr. Est-ce qu'il a raison de dire je ne mettrai pas fin à cette guerre alors que les familles d'otages le demandent justement pour espérer récupérer leurs otages? Les familles d'otages, écoutez, je crois, je connais un peu le sujet aussi. J'ai eu l'occasion et le très grand honneur de m'exprimer devant elles un samedi soir sur cette place des otages qui est tellement émouvante. Les familles d'otages, elles sont divisées. Il n'y a pas les familles d'otages qui demandent ceci ou cela. Certaines pensent en effet, et elles ont peut-être raison, hein, qu'il faut arrêter la guerre. Elles sont divisées, mais ce que nous avons vu, c'est qu'il n'y a pas une majorité de gens en Israël, y compris dans les familles d'otages, qui sont pour la cessation des hostilités, la paix et le retour des otages. Mais ici, il veut vous parler comme si c'est 50-50. Toujours dans le flou. C'est la marque de fabrique d'Israël. Souvenez-vous, toutes les fois où ils ont été pris dans les bavures, dans les tueries, ils ont toujours dit « On ne sait pas si c'est nous, on va attendre l'enquête, parce que pour le moment, c'est pas sûr. » Toujours ça. Et donc, guerre pour que les otages reviennent. Et d'autres pensent, parmi les familles d'otages, qu'il n'y a que la pression militaire qui peut faire revenir les otages. Voilà. Il faut valider le comportement de Netanyahou. Bien sûr, parmi les familles des otages, il y a des gens qui sont pour qu'on massacre. Et donc, une fois qu'on a fini ça, une fois qu'il vous a dit, soi-disant, que Netanyahou et je ne sais pas quoi, voilà l'image que vous devez regarder. Voilà. Le tweet, il dit « Une explosion massive provoque des secousses et des destructions dans les abris des personnes déplacées. Des images montrent le moment exact où le missile israélien frappe le camp de réfugiés de Khan Younis à comme vous savez, à Gaza, tuant au moins 2 personnes, 53 morts dans l'attaque, 53 morts dans les attaques de Sahel depuis le matin, selon des sources des médias palestiniens. Au moment où je fais cette vidéo, tout le monde est en train de pleurer pour les frappes russes en Ukraine qui n'ont pas fait la moitié des morts que ces gens-là avaient connus le matin de cette frappe-là. Et ensuite, on va revenir pour réécouter maintenant ce qu'a dit ce philosophe en disant que son premier ministre, ou que peu importe le ministre israélien, quand on voit ce qu'ils font et quand on voit comment les Russes mènent leur campagne en Russie, sont mieux que Vladimir Poutine. Et réécoutez maintenant que vous avez vu ces images, ce que dit ce monsieur. Encore une guerre sur 7 fronts. Quel que soit le Premier ministre d'Israël, Netanyahou ou un autre, je ne pense pas qu'on puisse le mettre dans la famille des prédateurs. C'est pas un prédateur. Écoutez, Israël est un minuscule pays qui a la taille de 2 petits départements français, qui est environné par des pays hostiles, qui livrait et qui livre encore une guerre sur 7 fronts, qui se défend. Voilà, c'est pas ça un prédateur. On ne peut pas comparer ça. Quoi qu'on pense de Netanyahou, on ne peut pas le comparer à Vladimir Poutine ou à Erdogan ou à l'ayatollah Khamenei. Voilà. Quoi qu'on pense de celui qui fait ça, de celui qui est à la base de ce qui se passe à Gaza, on ne peut pas le comparer à Poutine, à Erdogan, à l'ayatollah. On est concrètement en train de vivre l'opération spéciale russe en Ukraine. Attendez-vous les pleurs des Ukrainiens comme on attend des pleurs des Palestiniens tous les jours. Attendez-vous ça. Mais ce monsieur, il est capable de venir vous dire que non, c'est pas comparable. Mais pour enfoncer le clou et pour vous montrer à quel point ce monsieur est un menteur et que il n'y a que en France que on l'accrédite de ce crédit-là, je vais vous faire écouter Mademoiselle Agnès Levallois qui vous décrit ce qu'ils ont fait à Gaza. Je l'ai retrouvée et écoutez bien ce qu'elle dit. De Gaza, quelle est la situation
C'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On a vu des images de Gaza. Quelle est la situation après 10 mois de guerre et de bombardement? Il n'y a plus rien. Je veux dire, c'est un territoire qui a été complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Il y a des milliers de morts sous les décombres qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus. Les épidémies dont on parle, et là on parle de l'apparition de la polio, le problème de l'eau qui peut pas être traité. C'est l'image qui me vient qui est terrible d'un troupeau, c'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit, puis on lui dit le lendemain, il faut partir ailleurs, qu'il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr, qu'il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge. On est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traité, passez mon expression, mais comme du bétail. Une réalité de désespoir qui va au-delà des mots que je peux utiliser pour décrire cette situation. C'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et quand on voit l'air un peu réjoui de Netanyahou lorsqu'il va à Gaza, c'est absolument indécent, avec cette espèce de petit sourire en coin pour dire qu'ils arrivent à faire ce qu'ils doivent faire. On est loin, on n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. Voilà. Et ça, c'était une première partie. Et écoutez ce qu'elle dit ici, dans cette séquence de élucide que j'ai retrouvé ce matin. Parce que ici, elle va parler de la symétrie que Bernard-Henri Lévy essaye de nous noyer le poisson. Oui, Israël, c'est un tout petit État qui se défend, machin, nanana. Mais se défend contre qui? Armé contre qui? Armé comment? Les autres sont-ils armés? Est-ce que quelqu'un qui a un pistolet, quelqu'un qui a un bazooka, quelqu'un qui a un machine gun, contre 100 personnes armées de bâtons, c'est les 100 personnes qui sont plus importantes quand on connaît le pouvoir de destruction d'un machine gun? Écoutez. L'idée, lorsque l'on voit l'ampleur des destructions, c'est de vraiment raser cette bande de Gaza pour que la vie ne soit plus possible à terme sur ce territoire. Et on voit bien dans les bombardements tels qu'ils sont menés qu'il n'y a aucune volonté d'éviter les femmes et les enfants. Les Palestiniens, on ne les voit plus. On rentre dans un processus de déshumanisation. Et il me semble que ce tweet que vous nous montrez à l'instant s'inscrit pour moi exactement dans cette même logique. D'utiliser de tels propos, ça va au-delà de ce qui est, à mon avis, entendable. Les deux pays ne luttent absolument pas à armes égales. Il y a une force de frappe côté israélien qui est une force de frappe absolument colossale. Et en face, vous avez des combattants d'une milice. On ne met pas les Israéliens et les Palestiniens du tout sur le même plan et on ne les traite pas du tout de la même façon. Il y a de fortes pressions qui sont exercées sur les juges pour qu'ils n'émettent pas ce fameux mandat. Israël considère que ce mandat est un scandale parce que Israël se sent au-dessus des lois. Dès que quelqu'un s'élève contre des propos tenus par Netanyahou ou qui critique la stratégie militaire menée contre la bande de Gaza, il est instantanément qualifié d'antisémite et à ce moment-là, tout s'arrête. Il ne peut pas y avoir de paix avec un Gaza anéanti. Voilà. Et donc, si vous voulez connaître la totalité de cette séquence des élucides, allez sur leur chaîne, comme ça vous pourrez entendre l'analyse de Madame Agnès Levallois dans sa totalité. Mais c'était juste pour vous montrer parce que je ne supporte pas le quotient moral, intellectuel, d'intégrité que l'on donne à cette personne, Bernard-Henri Lévy, et je ne supporte pas ces démonstrations à 3 francs 6 sous qui ne valent rien. Il prend la symétrie de la taille en ignorant la symétrie de la capacité d'armée. Les autres doivent acheter leur armée et ils n'ont pas d'armes, tandis que les autres bénéficient d'une manne financière et militaire quasi infinie et en continu, ce qui leur permet d'être plus dangereux que tout le monde et surtout de faire des ravages comme ça. Mais c'est elle qui est la victime qui se défend. Se défend contre quoi, on ne sait pas. Et donc comme je ne supporte pas cette personne, et comme je suis l'un des rares à faire des vidéos là-dessus et je vois que ça touche beaucoup de gens réagissent, je me suis dit, je ne pouvais pas laisser passer la séquence de cette personne qui raconte n'importe quoi sans intervenir. Il y en aura encore une deuxième où vous l'attendez à parler de la Russie
Et là, on se pose vraiment la question de savoir si ce mec-là, c'est un philosophe ou un intellectuel. Parce que quand vous l'attendez parler de la Russie, on aurait dit que la Russie fait en Russie, enfin la Russie fait en Ukraine, pire que ce que son Netanyahou qu'il défend fait à Gaza. Probablement que cette vidéo sera limitée, puisque c'est leur habitude, ils ne font que ça. Dès qu'il y a une vidéo compromettante qui remet en cause leur discours, ils vont la signaler pour qu'elle soit limitée par YouTube. Et quand vous allez faire la demande manuelle pour que quelqu'un puisse vérifier vos propos, et ben YouTube va, ou les personnes de YouTube vont déterminer que c'est justifié que on ait limité cette vidéo. Donc, je vous encourage, si vous aimez ça ou si vous êtes critique de Bernard-Henri Lévy, de partager cette vidéo à d'autres personnes, de la commenter pour qu'elle puisse aller au-delà de l'horizon de ma chaîne. Bon week-end à tous. Peace out.